Donc on commence. On continue notre cours. Alors, donc maintenant, on va voir un certain nombre de choses qui a un rapport avec les sources lumineuses, les spectres lumineux, les couleurs. Donc, émission de la lumière. Donc, type et caractéristiques des sources lumineuses. Donc, pour la nature, pour qu'on puisse voir, il faut qu'il y ait de la lumière. Cette lumière, elle provient de quoi? Elle provient d'un certain nombre de sources. Bon, la source de lumière la plus connue pour nous, la source de lumière naturelle, c'est évidemment le soleil. Donc, la lumière du jour avec laquelle on peut percevoir le monde donc, provient du soleil. Donc, le soleil, c'est une source lumineuse. Bon, c'est une grande boule de feu, donc, pour laquelle la lumière est issue des réactions nucléaires. Donc, son spectre, on l'a vu la dernière fois, donc elle est donnée comme ceci, le spectre du rayonnement d'un corps chaud ou d'un corps noir. Donc l'émission de la lumière exige toujours un apport d'énergie. Celui-ci peut être réalisé par effet thermique, par luminescence ou encore par excitation optique. Donc lorsqu'on chauffe quelque chose, donc, vous avez une bougie, une substance chimique. Donc lorsque on brûle cette substance chimique, donc vous avez de la chaleur, donc elle va émettre. Donc elle va émettre de la lumière, donc une bougie. Et lors de l'incandescence, lorsqu'on porte un matériau à une grande température, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 degrés Celsius, donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va rayonner, donc il va vous donner un spectre d'émission lumineux, voilà. C'est comme celui du soleil, donc il est à peu près à 6400, 6500 degrés Celsius, donc il va vous donner un spectre, ça c'est en fonction de la longueur d'onde. Donc c'est l'intensité spectrale. Donc il va rayonner dans différentes longueurs d'onde. Donc lorsqu'on porte un corps à une température donnée, on appelle ça donc à incandescence. C'est comme les lampes à incandescence à filament. Vous connaissez, après Augustin. Donc on chauffe un filament. Lorsque ce filament est chauffé à une certaine température, donc il va émettre de la lumière. Et la plus grande partie de la lumière qui émise, donc elle se situe autour d'une certaine valeur. Donc pour les lampes que nous utilisons, elle est autour des longueurs d'onde du visible. Pour le soleil, c'est pareil. Exactement. Donc le maximum d'émission du soleil, à peu près donc à 6400, 6500 degrés, elle est autour du spectre du visible. Donc il y a d'autres procédés d'émission de la lumière, par exemple le laser. Donc le laser, on fait des excitations atomiques à l'intérieur des atomes. Donc excitation par voie électronique. Donc lorsque l'atome se désexcite, donc il va émettre dans certaines longueurs d'onde. Donc pour le laser, il émet dans une longueur d'onde bien précise. Donc pour d'autres lampes à excitation électronique, donc il y a des procédés d'excitation. Donc on excite le gaz. Donc lorsque ce gaz-là est excité, il ne va pas rester dans cet état-là, donc il va se désexciter. Lorsqu'il se désexcite, donc il va émettre un rayonnement électromagnétique dans différentes longueurs d'onde. Donc on va voir ça dans quelques instants. Alors dans son état normal, la matière n'émet aucun rayonnement, mais lorsqu'elle est excitée par un tel apport d'énergie, elle peut émettre de la lumière. Donc la lumière, elle ne provient pas du néant. Donc pour qu'il y ait un rayonnement, donc il faut qu'il y ait un apport d'énergie de l'extérieur, soit thermique, soit excitation électronique. Donc au cours donc, de la désexcitation, donc, il va émettre ce rayonnement. Donc, on peut avoir donc une émission dans certaines longueurs d'onde, comme on peut avoir donc une émission dans un spectre, comme dans l'excitation thermique. Alors, une source d'émission est donc un dispositif capable de transformer l'énergie qu'elle possède en elle-même, donc l'énergie interne, ou qu'elle reçoit de l'extérieur en énergie lumineuse, dite énergie rayonnante. Donc il va y avoir excitation et désexcitation. Voilà, donc une source lumineuse reçoit de l'énergie W, donc vous avez une source. Donc on l'excite, soit par voie thermique, moi je vous l'ai expliqué, soit par voie électronique.
Donc, lorsque elle va se désexciter, donc elle va rayonner. Donc, elle va donner un rayonnement. Donc, une source de lumière reçoit de l'énergie W, électrico-thermique, la transforme en énergie rayonnante qui se propage jusqu'au récepteur, par exemple l'œil de l'observateur. Donc, est-ce que c'est clair ce point-là? Ah, très bien. Ok. Donc, c'est au niveau de l'atome ou de la molécule qui se produisent les phénomènes lumineux, émission ou absorption. Donc, bien évidemment, donc, tout le processus s'effectue au niveau des électrons de l'atome. Donc, c'est des processus électroniques. Donc, il y a des excitations atomiques. Voilà. Lors de la désexcitation, donc, il va rayonner dans une certaine longueur d'onde selon la différence d'énergie entre le niveau fondamental dans lequel l'électron était et le niveau excité. Donc, lorsqu'il se désexcite, donc, il va rayonner selon la différence de niveau d'énergie. Oui? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Très bien. Alors, donc, quand un système atomique reçoit du milieu extérieur un supplément d'énergie, absorption d'énergie thermique ou électrique, ce qu'on vient de voir, alors les électrons des atomes sont portés à des niveaux d'énergie plus élevés. Voilà. Un électron transite d'une couche à une autre, plus externe, donc plus supérieure, donc un niveau d'énergie plus important, transition électronique. L'atome passe dans un état excité instable, donc ce qu'on a expliqué, ce qu'on vient de voir ici. Donc l'électron passe dans un niveau d'énergie plus important. Alors les atomes ne peuvent rester dans cet état excité que pendant un certain temps, très court. Lors de leur désexcitation spontanée, ils retombent à l'état fondamental en libérant l'énergie sous forme de trains d'ondes successifs de courte durée. Donc il y a excitation, il ne va pas rester dans cet état. Donc la nature a tendance à retrouver l'état le plus bas, l'état fondamental possible. Donc lors de cette désexcitation, voilà. Donc il va retrouver son état fondamental, il va émettre de la lumière. Donc voilà donc le schéma pour éclairer ça. Donc il y a une excitation par soit électronique, soit par un photon, un niveau d'excité. Donc la désexcitation, donc il va émettre un photon. Donc ça c'est pratiquement le schéma type du laser. Donc sans rentrer dans les détails. Voilà. On distingue deux catégories de sources selon le principe physique à la base de leur mode d'émission. Les sources luminescentes, caractérisées par une émission de lumière dite froide, ce que je vous ai expliqué, soit une excitation électronique, voilà, donc c'est froide, ou les sources incandescentes. Donc, incandescente, ça veut dire qu'il y a de la chaleur. Donc j'excite le matériau avec de la chaleur. La chaleur, c'est quoi? C'est de l'énergie. L'énergie d'agitation thermique. Donc j'apporte de l'énergie sous forme thermique. À ce moment-là, donc les électrons des atomes seront excités. Dans tous les niveaux, voilà, de manière aléatoire statistique. Lors de la désexcitation, c'est pour ça que l'excitation électronique froide, elle va nous donner un spectre généralement discontinu. On va trouver un spectre discontinu. Et lorsqu'il s'agit de l'incandescence, de la chaleur, donc elle va émettre pratiquement dans toutes les longueurs d'onde. Donc elle fait appel à tous les électrons du cortège atomique. Alors les sources incandescentes caractérisées par une émission de lumière dite chaude. Donc c'est comme les lampes à incandescence au tungstène, c'est comme le soleil. Voilà. C'est comme par exemple vous prenez un bout de fer. Vous le mettez à un feu. Vous le mettez sur une flamme. Donc, qu'est-ce qui va se produire pour ce bout de fer? Qu'est-ce que vous allez remarquer? Hein? Il est chaud. Donc, je vais le mettre sur une flamme. Donc, il sera chauffé. Donc, qu'est-ce que vous allez remarquer? Il va émettre de la lumière. Au début, la lumière, elle est rouge. Le plus je le chauffe, la température augmente, vous allez voir que la lumière change avec. Part du rouge vers l'orange, du jaune, vert, et si c'est vraiment très chaud, ça part vers le bleu. Si c'est vraiment très chaud, ça part vers le blanc. Donc c'est-à-dire la réaction dans toutes les longueurs. C'est exactement la même chose pour une résistance. Quand vous chauffez la résistance,
Voilà, donc vous branchez à une source de courant électrique. Alors qu'est-ce que vous allez remarquer? Que ça devient rouge. Voilà. Donc c'est ça l'émission par incandescence. Voilà. Donc lorsqu'on chauffe un matériau, donc, il va émettre, ce qu'on appelle le rayonnement du format, donc il va émettre dans les différentes longueurs d'onde. Plus la température augmente, plus le spectre des longueurs d'onde tend vers les longueurs d'onde les plus courtes, c'est-à-dire l'énergie augmente. Très bien. Alors plus précisément, lorsque le manque d'excitation est des électrons du milieu et autre que le chauffage, on parle de luminescence. Donc, par exemple, pour les lampes à gaz, les néons par exemple, ça c'est luminescence. Donc, il y a des excitations électroniques. Quand vous touchez la lampe, elle est froide. Par contre, incandescente, par chaleur, quand vous touchez la lampe, elle est très très chaude. Donc, vous ne pouvez pas la toucher. Voilà. Donc, lorsque le manque d'excitation des électrons du milieu est autre que le chauffage, on parle de luminescence. Et lorsque le manque d'excitation des électrons du milieu et le chauffage, on parle d'incandescence. Donc vous faites la différence entre luminescence et incandescence. Très bien. Alors, spectre d'une source lumineuse. Donc, on peut représenter les caractéristiques de toute source par son spectre. Le diagramme montre l'énergie émise par la source en fonction de la longueur d'onde. Donc, vous avez le spectre. Voilà. Donc, si la longueur d'onde des éléments d'une lumière complexe forme une suite ininterrompue, c'est-à-dire une suite continue, voilà. Donc les longueurs d'onde qui sont émises, elles sont en continu. Donc, on parle ici, voilà, d'un spectre continu. Donc, c'est ici. Donc, vous avez une lampe spectrale, un tube fluorescent. Donc, il va émettre une lumière sous cette forme-là. Donc, on appelle ça un spectre d'émission. Spectre d'émission. Donc, il caractérise donc une énergie, donc une intensité en fonction de la longueur d'onde. Donc, lorsque le spectre est sous cette forme-là, c'est-à-dire le dispositif va émettre dans toutes les longueurs d'onde, sans interruption, donc on parle d'un spectre continu. Bon, c'est comme pour les tubes fluorescents, donc le tube néant, que vous connaissez. Donc il va émettre un spectre continu. C'est comme aussi les lampes à incandescence en externe. Les lampes classiques, si vous connaissez. Donc elles possèdent un spectre continu. Donc elle émet dans toutes les longueurs d'onde. Alors donc ça c'est le spectre d'éclairement du soleil à la surface de la Terre. Donc c'est le spectre du soleil qui arrive à la surface de la Terre. Donc on prend ici juste le spectre visible. Donc vous pouvez voir que l'intensité n'est pas la même pour toutes les longueurs d'onde. Donc ça varie selon la longueur d'onde. Dans l'espace, il y a autre chose. Parce que l'atmosphère déjà il absorbe un certain nombre de raies. Donc ça c'est à 5500 degrés. Donc vous voyez ici les spectres. Donc je vous ai montré la dernière fois un certain nombre de spectres pour certains matériaux. Pour l'hydrogène, pour l'hélium, pour lithium, pour chaque matériau il possède son propre spectre. Donc il rayonne dans différentes longueurs d'onde. Ça varie entre l'ultraviolet, le visible, l'infrarouge et l'infrarouge proche. Donc ce qu'on représente ici, donc juste le spectre du visible, ce qui est perçu par l'œil humain. Donc ces longueurs d'onde ont des valeurs distinctes, voilà, discrètes. Cette lumière est dite à spectre de raie. Vous avez ici un spectre de raie d'hydrogène, donc dans le visible. Donc il y a d'autres raies dans l'infrarouge et l'ultraviolet, ne sont pas représentés ici évidemment. Donc on représente juste les raies qui sont visibles par l'œil. Donc vous avez les raies suivantes de l'hydrogène. Donc si on prend un autre matériau, donc
si on prend le fer, voilà, donc spectre d'émission du fer, donc vous voyez qu'il est plus riche. Donc il y a plus de raies pour le fer. Donc chaque élément possède son propre spectre. Oui. Est-ce que le spectre d'émission est lié à la nature de la matière ou bien à l'excitation? Il est lié à la matière. Voilà, il y a un peu qui constitue. L'excitation. Donc l'excitation, donc la désexcitation, elle dépend du matériau. Elle dépend des atomes qui constituent, ou des molécules qui constituent le matériau. Voilà. Vous avez dit lorsque l'excitation est thermique, donc on a vu que Thermique, oui. ça veut dire qu'on aura effectivement Un spectre continu. Oui. donc elle est liée à la l'excitation. Oui, en quelque sorte. Lorsque l'excitation est thermique, c'est-à-dire ici nous avons ce qu'on appelle une agitation thermique. Donc, il y a des modes plus complexes, d'autres modes qui interviennent dans l'excitation des atomes. Voilà. Des modes vibratoires, des modes rotationnels qui interviennent, c'est un peu plus compliqué. Voilà. La chaleur, ce qu'on appelle l'agitation thermique, va vous donner de l'énergie, différentes formes d'énergie. Voilà. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une excitation comme ça électronique, donc elle excite juste les électrons sur les différentes couches. Est-ce que c'est clair, hein? Peut-être lorsque l'excitation est thermique, donc vous avez d'autres modes de vibration des atomes. Et ces différents modes de vibration contribuent au changement de l'environnement. Non, le spectre n'est pas le même. Donc lorsqu'il s'agit d'une excitation électronique, on cible juste les électrons. Voilà. Lorsqu'il s'agit d'une excitation thermique, voilà, donc il va y avoir ce qu'on appelle une agitation thermique. Donc il y a d'autres modes d'énergie qui vont intervenir. De telle manière qu'ils élargissent le champ de désexcitation. Voilà. Donc, il y a plus d'énergie. C'est-à-dire qu'on ne cible pas juste un électron. Il y a d'autres modes qui interviennent dans l'agitation. C'est un peu plus complexe. C'est pour ça que vous avez un spectre continu, contrairement à l'excitation électronique. Voilà. Et souvent, donc, pour ces spectres-là, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend un matériau, par exemple du fer, on le met à l'état de vapeur. L'état de vapeur. Donc lorsque je l'excite avec des électrons, je l'excite avec des électrons. Donc quand je l'excite, donc il va y avoir des excitations. Lorsqu'il revient à l'état fondamental, donc il va émettre des raies bien précises. Voilà. Et ça représente la signature d'un matériau donné, c'est-à-dire l'hydrogène. Donc voici sa signature. L'hélium, il possède sa propre signature. Le lithium, il possède. L'oxygène, il possède sa propre signature. Donc c'est comme ça qu'on peut connaître la composition, par exemple, chimique d'une molécule. Donc quels sont les éléments qui contiennent et qui constituent, par exemple, une molécule donnée à travers son spectre d'émission. Un exemple quel est de ça? Comment on a su la composition chimique du Soleil? Donc quels sont tous les éléments chimiques qui se trouvent dans le Soleil? Donc à travers le spectre d'émission, donc en analysant les différentes longueurs d'onde, donc quelle longueur d'onde elle caractérise, donc, par exemple la forme d'hydrogène, quelle longueur d'onde elle caractérise l'oxygène. Donc comme ça on a pu reconstituer tous les éléments qui constituent le Soleil et avec les proportions. Par exemple, telle proportion d'hydrogène, telle proportion d'hélium, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est pas une étude spectrale du spectre de rayonnement du Soleil. D'accord. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à la question? C'est bon, très bien. Donc le spectre de l'hydrogène est relativement simple. Donc vous avez uniquement l'interaction entre le noyau et le proton et un seul électron. Donc comme vous pouvez le voir, donc
l'hydrogène, donc vous avez un seul électron qui gravite. Donc, son spectre est très très simple. Donc, vous avez les différents niveaux que vous connaissez, 1 égale à 1, 1 égale à 2, 1 égale à 3, et ainsi de suite. Donc, il y a des excitations donc, sur les différents niveaux. Les couches que vous connaissez, les règles que vous connaissez, pour le fer, donc le spectre d'émission du fer, alors le fer il contient 26 électrons, F. Donc 26 électrons. Donc vous avez plusieurs niveaux. Donc les différents électrons transitent entre les différents niveaux. Donc c'est pour ça que vous voyez que le spectre d'émission du fer est plus riche. Donc plus vous avez d'électrons, c'est évident, plus vous avez d'électrons, plus vous avez d'interactions entre les différents éléments. Et plus le spectre devient riche. Donc, pour le faire, l'interaction se fait non seulement entre les noyaux et les 26 électrons, je me suis trompé ici, 26 électrons qui constituent son cortège électronique, mais aussi entre tous les électrons. Dans ce cas, il existe une grande multitude de transitions possibles entre l'état excité et l'état fondamentale. C'est ce que je viens d'expliquer. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon?